c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Je vais peut-être commencer par partager mon écran. Okay. Donc, en fait, on va faire quelque chose d'absolument informel. Ce sera simplement pour susciter des questions et discuter, etc. C'est finalement l'accès à la greffe en 2022 en France. Où sont les problèmes et où en sont les patients? Alors, en fait, actuellement, sur la liste d'attente de greffe rénale en France, il y a plus de 18 000 candidats. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand il y en avait 16 500 il y a 2 ans et demi. Et puis, il faut quand même savoir que sur ces 18 000, il y en a plus de 40% qui sont en contre-indication. Ils sont en contre-indication pour diverses raisons. Il y a d'abord ceux qui sont en contre-indication parce qu'ils sont inscrits, mais leur bilan pré-greffe n'est pas terminé. Donc, ceux-là, on leur donne un bonus en les inscrivant avant que le bilan soit terminé. Il y a ceux qui sont en contre-indication parce qu'ils ont eu un cancer intercurrent et donc il y a quelques années ou quelques mois de contre-indication. Il y a ceux qui sont, par exemple, diabétiques ou artéritiques et qui ont un problème intercurrent, un mal perforant plantaire, ils sont en contre-indication 3 à 6 mois, le temps de résoudre ce problème. Et puis, il y a les patients qui, finalement, sont en surpoids, on en parlera tout à l'heure, et chez lesquels, eh bien, il faut les inscrire et puis ensuite trouver la solution pour les aider à perdre du poids. Et puis, il y a des centres dans lesquels la contre-indication dure très longtemps, c'est-à-dire le temps que le bilan soit terminé, mais ça peut prendre des mois ou plus de 12 mois. Bon. Donc, juste pour dire que globalement, il y a à peine 10 000 patients qui sont en liste active vraiment. Ensuite, il y a moins de morts encéphaliques qui sont recensés. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, ça contribue bien sûr à la diminution de la ressource, c'est-à-dire le rein. Concernant les donneurs Maastricht 2 et 3, eh bien, le Maastricht 2, il n'y en a pratiquement plus. Le seul centre qui en fasse encore en France, c'est le CH d'Annecy. L'an passé, il y en a eu 6, je crois. Maastricht 2, c'est quoi? C'est la personne qui fait l'accident sur la voie publique et donc finalement qui ne peut pas être réanimée, mais dans l'immédiateté, mais qui quand même est transportée par les pompiers avec massage sur planche, etc., au centre hospitalier le plus proche et où finalement on peut prendre les... Et puis là, on met la perfusion normothermique, etc. Mais donc, globalement, c'est une logistique énorme. Il faut être près d'un centre de prélèvement. Et Annecy, ça marche très bien parce que le SAMU et les pompiers du 74 de la Haute-Savoie sont remarquablement bien organisés. Et donc, ce sont les seuls à en faire. En revanche, ou par ailleurs, il y a tout ce qui est Maastricht 3, c'est-à-dire les donneurs pour lesquels finalement il y a une limitation de soins et où finalement on programme l'arrêt de la ventilation et puis ensuite, avec les critères très stricts, eh bien, le prélèvement si la mort s'ensuit, donc le débranchement. Donc ça, c'est vraiment la pierre angulaire du prélèvement, c'est-à-dire mort encéphalique et DAC M3. Mais il faut savoir qu'il y a encore des grands établissements qui ne font pas de DAC M3, tels que Toulouse, par exemple, le CHU de Toulouse. Donc, globalement, il y a une montée en puissance et on peut penser qu'il y a à peu près encore 60% des personnes DAC M3 qui ne sont pas ni recensées ni prélevées. Ensuite, le nombre de greffes rénales diminue depuis 2020, donc ça, je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez. Et finalement, ce n'est pas compensé par le donneur vivant, on en parlera tout à l'heure. Alors, le nombre de greffes donneurs vivants chute de façon inquiétante, vertigineuse. Et donc, ça, c'est calamiteux. Et on aboutit à ces situations où vous avez vu passer sur Renalou, en tous les cas, le témoignage de ce patient de Cadurcien de Cahors qui devait être greffé à Toulouse et qui a un délai d'attente pour janvier prochain, je crois. Où là, cette semaine, j'ai eu un couple de l'Est de la France qui m'a contacté pour être greffé donneur vivant parce que dans leur centre de transplantation, on leur a expliqué qu'ils seraient greffés aussi en janvier ou février de l'année prochaine. Et malencontreusement, j'ai dit non parce que pour nos patients à Grenoble, eh bien, le délai d'attente, c'est 4-5 mois pour un donneur vivant maintenant. Et pourquoi c'est aussi calamiteux en France? Eh bien, parce que
dans les blocs opératoires. Une grande partie des salles de blocs sont fermées. Elles sont fermées faute d'infirmières de bloc opératoire, ces fameuses IBOD, fermées faute d'infirmières. Et puis, parce qu'il y a l'été, et donc juillet-août, il y aura effectif réduit. Et ce qui fait que le parent pauvre et le sacrifié, c'est le donneur vivant, ce qui est absolument hallucinant. Alors, vous savez que le plan greffe 2022-26 est très ambitieux, avec des moyens mis qui sont absolument impressionnants. Mais pour que ce plan greffe aboutisse un jour, à greffer plus de patients, bien sûr, en particulier le donneur vivant, encore faudra-t-il donner les moyens humains, ou plutôt cibler, faire en sorte que finalement, ce qui peut être fait dans une clinique privée ou un hôpital privé, eh bien, le soit, et que les CHU, puisque c'est un CHU, la greffe, se consacrent sur des missions régaliennes, la neurochirurgie, la chirurgie cardiaque, la chirurgie vasculaire, et puis la greffe. Sinon, eh bien, c'est assez calamiteux. Et ça empêche de faire des greffes rénales préemptives, par exemple, parce que quand vous avez un patient qui débarque avec un DFG à 15, si on met 6 mois à 8 mois pour faire le bilan donneur vivant, parce qu'il va être place au bloc, eh bien, cette personne-là va être obligée de faire de la dialyse avant. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et à Grenoble, où on aurait pu faire cette année 50 greffes donneurs vivants, on va en faire 30 à 34 parce qu'on n'a pas les salles. Et voilà. Donc pour moi, c'est très triste. Ensuite, quand on reçoit un patient qui vient pour une inscription sur liste d'attente de greffe, eh bien, il y a des choses qu'on leur dit parce que c'est indispensable. C'est par exemple, vous êtes en attente d'une greffe rénale donneur décédé parce que vous n'avez pas de donneur vivant. Eh bien, les délais d'attente vont être très longs. Alors, comme vous le savez, il y a cette foutue règle qui est le rein local en France, c'est-à-dire il n'y a aucune équité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liste nationale en France, contrairement à ce qu'on nous raconte. Ou plutôt, il y a une liste nationale qui sert essentiellement à greffer les patients immunisés et puis les patients qui auraient de très bonnes compatibilités HLA, DR, DQ. Et le reste, c'est le rein local. Donc, le rein local, c'est tout sauf de l'égalité et tout sauf de l'équité. Et donc, le rein local, eh bien, c'est déjà à la discrétion des équipes, certes avec un score, le score national, mais ça ne veut absolument rien dire. Donc, en fait, en l'absence plutôt à cause de ce rein local, il y a de très grandes disparités pour l'attente pour une greffe rénale en France. Mais globalement, on peut dire qu'en moyenne, groupe sanguin AB, c'est moins de 1 an. Il y a très peu de groupes sanguins AB en France, très peu de receveurs, très peu de donneurs, mais ça suffit à matcher les besoins. En revanche, un groupe B en France, maintenant, c'est 7 ans ou plus, il faut dire aux patients. Les groupes O, c'est 3 à 5 ans, ça dépend des régions. Il y a des régions pour lesquelles c'est plus court, mais les grands centres de greffe, les gros volumes, c'est-à-dire Paris, Toulouse, Montpellier, et nous, on est Lyon, nous, on est un centre intermédiaire, c'est entre 3 et 5 ans. Les groupes A, c'est 1 à 3 ans, ça dépend des régions, et puis ça dépend de l'âge. Pourquoi? Parce que finalement, vous savez que les moins de 60 ans ont un bonus par rapport aux plus de 60 ans, et que de fait, le discours doit être ajusté également à l'âge du receveur potentiel. Donc tout ça, il faut le dire en clair aux patients que l'on rencontre. Et puis, ça doit aussi conscientiser les patients pour les éveiller aux donneurs vivants. Alors, il faut savoir que pour les receveurs B, vous savez que 4% de la population française est B, 4% est B, et que les B représentent, en fonction des régions de France, entre 10 et 20% des listes d'attente. Alors, vous allez dire, mais comment est-ce possible? Alors, c'est tout simple, puisque vous savez que les groupes sanguins, ils ont une répartition géographique qui est secondaire au flux migratoire, au flux des populations. Et globalement, les B, ce sont les patients du sud-est asiatique, c'est les patients du pourtour du bassin méditerranéen et c'est les patients subsahariens. Et donc, comme ces patients-là sont surreprésentés, que ce soit les patients subsahariens en région parisienne ou les patients du pourtour méditerranéen dans le sud de la France ou les patients kosovars à Grenoble, parce que je rappelle que nous sommes le premier centre de greffe du Kosovo. Donc, ça fait que l'Agence de biomédecine a réfléchi pour faire une règle par laquelle, finalement, on pourrait donner des reins A
à des receveurs B pour limiter leur délai d'attente. Alors, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes du groupe sanguin A, eh bien, vous pouvez être A1 ou A2. Alors, les groupes sanguins, c'est présent sur les globules rouges, bien sûr, mais c'est présent surtout sur les cellules endothéliales. Sur les cellules endothéliales, c'est-à-dire sur toutes les cellules qu'il y a dans le rein, sur les gros vaisseaux des reins, mais également sur les petits glomérules. Et donc, ces groupes sanguins, ces antigènes groupes sanguins qui sont présents sur les cellules rénales, A1 et A2, eh bien, c'est très antigénique, bien sûr, puisque quand on n'est pas du même groupe sanguin ou incompatible, ça peut entraîner une thrombose et une nécrose du rein. Eh bien, quand on est A2, on a à peu près 10 fois moins d'expression d'A2 sur les cellules rénales que de A1. Et donc, de fait, les reins A2 sont tolérogènes, entre guillemets, quand on est B. Et donc, c'est pour ça qu'en France, c'est possible de faire de l'ABO incompatible de l'RDCD, de A2 dans B. Et donc, la condition sine qua non, c'est que le receveur B est un titre d'isoagglutine, c'est-à-dire les anticorps anti-A, qui soit moins de 1/4 à 2 reprises. Pourquoi? Parce que les anticorps anti-A ou anti-B, ça peut fluctuer avec le temps. Et donc, globalement, le titre, ça se mesure, le titre 1, 1 demi, 1/4, 1 huitième, 1 16e, etc. Et plus le titre est bas, moins il y a d'anticorps. Et donc, il faut avoir eu au moins 2 fois moins de 1/4 pour être éligible. Et si c'est le cas, on informe le patient, on lui fait signer un consentement, il est sur une liste spéciale de greffe donneur décédé, ABO incompatible, A2 dans B. Et tous les 3 mois, pour pouvoir rester sur cette liste, il faut que le néphrologue fasse prélever les isoglutines et elles doivent rester inférieures à 1/4 pour que le patient reste dans ce programme. Donc, il y a très peu de patients en France qui sont dans ce programme, soit parce que c'est complexe comme programme. Enfin, voilà. Nous, à Grenoble, en tous les cas, on a screené nos 60 patients B et on a mis tous ceux qui pouvaient l'être dans ce programme. On en a une petite dizaine dans ce programme, donc ce qui fait que il y a à peu près, voyez-vous, un patient sur 6 qui a des anticorps anti-A suffisamment bas pour entrer dans le programme. Et ces patients-là ont une greffe donneur-décédé standard, c'est-à-dire on ne les désimmunise pas avant la greffe puisqu'on n'a pas le temps de donneur-décédé. Et les résultats, on n'a pas de données en France, mais en Australie, par exemple, ça marche très bien. Aux États-Unis aussi. Alors, qui et quand inscrire? Ça, c'est un grand sujet. Et ça dépend bien sûr des pratiques des néphrologues de terrain et puis des néphrologues des centres de transplantation. Parce qu'effectivement, si vous voulez un rendez-vous dans un centre de transplantation pour voir un néphrologue pour vous inscrire sur la liste de greffe, le délai d'attente peut être de quelques semaines à Grenoble, puisqu'on fait en sorte que le délai d'attente pour voir un néphrologue au CHU pour être inscrit sur la liste soit très court. Et il peut aller de 6 mois, j'imagine, à 1 an. Et puis, il y a des centres qui exigent que le bilan pré-greffe soit complet. Et nous, on n'exige rien du tout. On exige simplement qu'il y ait un patient qui soit potentiellement greffable. Donc ça, c'est important parce que le patient perdra entre 2 mois et 2 ans. Donc, ça dépend où il se trouve. Ensuite, nous, dans la région, on a également des web RCP tous les 2 mois pour les patients qui seraient potentiellement greffables, mais on n'en est pas sûr, le néphrologue n'en est pas sûr. Donc, c'est des web RCP qui sont faits entre les néphrologues de terrain et les néphrologues CHU, un de Lyon, un de Saint-Étienne, un de Grenoble, un de Clermont-Ferrand, pour finalement voir si ces patients-là sont éligibles ou pas à la greffe. Et si oui, ben, ils iront voir le néphrologue du centre de greffe. Sinon, eh bien, l'histoire s'arrêtera là. Mais en tous les cas, ça sera tracé. Et ça, c'est très bien. Alors, bien sûr, idéalement, il faut que nous voyions les patients quand ils ont un DFG de l'ordre de 20 ml/minute. Et c'est là où le néphrologue du centre de greffe devrait voir le patient pour l'inscrire. Alors, en Rhône-Alpes, Auvergne, ça marche très bien, puisqu'on a plus de 50% des patients qui sont inscrits avant la dialyse. Mais il y a des régions de France où vous ne l'apprendrez pas, où finalement, cette proportion est pratiquement virtuelle. Alors, c'est important parce que finalement, quand vous voyez un patient en pré-greffe, quand il a un DFG à 20 ml/minute, il a son néphrologue de terrain qui le suit, il est suivi par la diététicienne, il est suivi par l'infirmière de parcours dans son centre de néphrologie locale. Et puis, chez nous, il va être vu par l'infirmière de parcours pré-greffe
et par le transplanteur, le médecin de transplantation, pardon. Et donc, finalement, le patient se retrouve avec tous les choix possibles, la dialyse péritonéale, ou l'hémodialyse, ou la greffe préemptive, essentiellement avec donneur vivant, bien sûr, ou le traitement conservateur. Voilà. Donc, finalement, c'est très important de voir les patients à ce stade-là. Et je répète, en Rhône-Alpes-Auvergne et dans mon centre, la majorité des patients sont vus à ce stade-là. Donc, c'est un régal parce que finalement, on peut proposer assez facilement le donneur vivant. Donc, l'entretien avec un infirmier ou une infirmière de parcours greffe est essentiel. Et c'est bien que cet entretien soit fait avant l'entretien avec le médecin de greffe. Pourquoi? Parce que finalement, le patient se confiera peut-être plus à l'infirmier ou l'infirmière de parcours de greffe. Donc, nous, on a mis ça en place il y a de nombreuses années. Le patient est reçu pendant 1 heure par une de nos infirmières de parcours greffe. Et comme ça, ils abordent toutes les facettes de la greffe, de la vaccination, de l'immunosuppression, etc. Alors qu'une fois que la dialyse est démarrée, quand le patient nous est référé alors que la dialyse est démarrée, là, pour proposer le donneur vivant, c'est beaucoup plus compliqué parce que le patient est installé dans sa routine et c'est moins simple. Et puis parce que ce n'est pas la même démarche. Alors, nous, qui voit-on? À Grenoble, on a à peu près 700 patients inscrits sur les attentes, donc c'est à peu près une liste de taille moyenne supérieure, un peu comme la majorité des centres de greffe de France, à l'exception de quelques centres tels que Toulouse ou Necker qui ont des listes, ou Nantes qui ont des listes plus importantes. Donc, il y a les patients qui sont envoyés par leur néphrologue référent. Donc, ça, c'est les patients du sillon alpin qui viennent envoyés par leur néphrologue. Il y a des patients qui viennent d'eux-mêmes. Alors, à Grenoble, je vois plein de patients qui viennent de hors région parce qu'ils ont googlé et puis ils ont trouvé que voilà. Je vois de plus en plus de patients qui viennent pour un deuxième avis de 4 coins de la France, pas que de France d'ailleurs, hein, mais donc ça, c'est des patients qui cherchent un deuxième avis pour la greffe, alors soit parce qu'ils ont été récusés dans leur centre potentiel de greffe, soit parce qu'ils sont immunisés, etc. Bon. Et puis, il y a les patients qui viennent nous voir pour une désimmunisation. On a un des rares centres de France à faire de la désimmunisation. Et donc là, je vois des patients de la France entière qui viennent pour ça. Alors, pour le receveur, finalement, d'abord l'âge. Finalement, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour inscrire un patient? La réponse est non, bien sûr. L'âge civil ne veut rien dire, enfin, c'est juste un indicateur. Mais alors, la seule question à se poser, c'est qu'au-delà de 85 ans, est-ce que c'est pertinent d'inscrire quelqu'un parce que finalement, l'espérance de vie après 85 ans est relativement courte. Une chirurgie à 85 ans, ça peut être le coup de grâce. Donc, je suis un peu réticent au-delà de 85 ans, même si vous verrez tout à l'heure à la fin, là, j'ai un petit cas clinique. Bon, c'est un jeune homme de 83 ans, finalement. Donc, ça reste encore raisonnable. Et cette année, on a greffé une dame hyper immunisée qui avait 85 ans, qui était inscrite depuis 2 ans et qui va très bien. Donc, oui, c'est possible, mais bon. Ensuite, quand on voit quelqu'un d'âgé dont l'espérance de vie nous semble limitée en dialyse, il faut considérer le groupe sanguin du receveur. Parce que bien évidemment, si le receveur a du groupe sanguin B ou A, mon discours n'est pas le même, bien évidemment. C'est-à-dire que je vais adapter mon discours au groupe sanguin du patient. C'est-à-dire que la première question que je pose à un patient, habituellement, c'est quel est votre groupe sanguin? Je regarde s'il a des anticorps anti-HLA et puis après, j'adapte mon discours. Ensuite, en tous les cas à Grenoble, mais c'est vrai, je pense, dans beaucoup de centres de transformation en France, pour les plus de 70 ans, ils ont tous une évaluation gériatrique et ou neurocognitive. Ça, c'est obligatoire, enfin, en tout cas chez nous. Et parfois, c'est moins de 70 ans pour des patients qui nous semblent intellectuellement peut-être déjà un peu détériorés pour des raisons X ou Y. Mais quoi qu'il en soit, ça, c'est fondamental parce que si le gériatre ou si le neurologue dit que ce patient ou cette patiente, ce n'est pas une bonne idée de le greffer, eh bien sûr, on ne va pas l'inscrire sur la liste. Ça, c'est important. Et puis après, on fait un débriefing avec la famille, etc. Et puis, bien sûr, toujours pour les receveurs âgés, hein, il y a le projet de vie une fois greffé, parce que finalement, pour les patients âgés ou très âgés que je vois, je leur demande toujours ce qu'ils font les jours de non-dialyse, parce que c'est important. Si vous avez une personne qui finalement, les jours de non-dialyse, fait télé, fauteuil,
dire, est-ce que le projet est le même que pour un monsieur ou une dame de 75 ans qui fait du ski de fond l'hiver ou qui fait 2 km de marche tous les jours? La réponse est non, bien sûr. Donc, il faut s'adapter également à la demande du patient et puis à sa vie. Voilà. Et puis, il faut garder à l'esprit aussi, et ça, moi, je leur dis franchement aux patients âgés, puisqu'on parle des patients âgés, là, vous savez que les patients âgés, ils n'ont que des reins de donneurs âgés. Bon, ça, c'est la règle. Hein. L'an passé, par exemple, on a greffé le rein d'une donneuse décédée qui avait 90 ans, un petit monsieur de 83 ans. Bon, finalement, il va bien, là. Mais ça pose toujours des questions sur la fonction du rein qui va être greffé d'un donneur âgé ou très âgé. Et donc, Dieu merci, grâce au belatacept, je pense à ce monsieur qui a reçu un rein d'une dame de 90 ans, ben finalement, il a eu un traitement immunosuppresseur standard d'emblée, puis on l'a rapidement mis sous belatacept pour qu'il aille bien. Donc, effectivement, le belatacept, ça permet de préserver et d'améliorer la fonction rénale de reins plus que marginaux. Et puis enfin, il y a bigreffe, donc j'ai mis un point d'interrogation. Vous savez qu'il y a peut-être quelques centres qui font encore de la bigreffe. Moi, je suis globalement opposé à cela, puisque finalement, c'est de chirurgie pour des receveurs âgés, donc on augmente la morbidité, le risque de mortalité. Donc, il vaut mieux faire un rein de qualité médiocre avec belatacept que de la bigreffe avec le risque inhérent à deux chirurgies chez quelqu'un de fragile. L'obésité, puisque vous savez que le surpoids, ça peut être, ou c'est hélas, un frein à l'accès à la greffe pour de nombreux patients. Qu'est-ce que ça signifie d'abord? Parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Ce n'est pas une histoire de BMI. Vous pouvez avoir un BMI à 27, mesurer 1,50 m et avoir un BMI à 27 et avoir un abdomen tout rond où il sera pratiquement impossible d'aller implanter un greffon. Donc, ce n'est pas le BMI. Puis, est-ce que c'est 30, 35, 40? C'est sûr, quand c'est au-delà de 40, on peut imaginer que, bon, là, OK, on est dans l'obésité vraie. Plus de 35 probablement, mais globalement, en dessous de 35, ça dépend du type d'obésité. Est-ce qu'elle est androïde ou gynoïde? Je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'obésité androïde, c'est l'obésité plutôt masculine, où tout est au niveau du ventre, hein, avec des abdomens très tendus. Et puis l'obésité gynoïde, c'est plutôt l'obésité féminine, ou plutôt les répartitions, et surtout sur les membres inférieurs et le bas du dos, etc. Et donc, globalement, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est pourquoi, quand les patients sont en surpoids, je les examine, pour me faire une petite idée à moi, avant qu'ils aillent voir le chirurgien, pour voir la taille de leur abdomen. Leur tour de taille, c'est important, parce que s'il fait plus de 120 cm de tour de taille, ça commence à être compliqué. La distance entre la table d'examen et l'ombilic, quand c'est plus de 25 cm, ça commence à être compliqué. Et tout ça doit être pris en considération. Et puis, il y a aussi la souplesse ou la dépressibilité de la paroi abdominale. Finalement, si vous avez une paroi abdominale qui est flasque et dépressible, ce n'est pas vraiment le problème, quel que soit le poids. En revanche, si vous avez un abdomen avec une très importante graisse intra-abdominale, avec des abdomens qui sont très durs, ça va être très compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que finalement, comme vous le savez, les reins sont implantés sur les vaisseaux iliaques. Et les vaisseaux iliaques, ils ne sont pas sous la peau, ils sont très profonds. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est particulièrement un problème quand on a un donneur vivant. Pourquoi un donneur vivant? Parce que le donneur vivant, heureusement, il n'y a pas de patch vasculaire, il n'y a pas de patch sur l'artère, pas de patch sur la veine. Et donc, la veine est très courte, l'artère est très courte, et donc il y a un risque de thrombose majeur chez les patients en surpoids. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut s'affranchir du surpoids? La seule façon de s'en affranchir, c'est la greffe robot assistée. C'est-à-dire que finalement, la greffe est faite par voie ombilicale, avec robot assisté. Donc ça marche pour le donneur vivant, pour le donneur décédé. Sauf qu'il y a un centre expert en France, c'est le centre de Toulouse. Il y a à peu près 7 centres experts en Europe, hein, il y en a très peu. Donc il y a peu de créneaux au bloc opératoire, d'autant plus en 2022, les créneaux au bloc opératoire sont très chers, c'est un sens premier figuré. Et puis il y a le surcoût majeur, puisque finalement, ça génère un surcoût de 3 à 5 000 euros par intervention du fait de tout le matériel nécessaire pour cette pratique-là. Mais en tous les cas, ça reste à Toulouse, ils le gardent pour les greffes rénales de donneurs vivants parce qu'elles sont programmées, donc on peut bloquer le bloc opératoire avec le robot sur une plage très particulière et ça permet de greffer des obèses. Moi, j'avais envoyé un collègue médecin à Toulouse se faire greffer.
avec le rein de sa femme. Le monsieur pesait 140 kg, donc ce n'était pas vraiment un problème, c'était robot assisté. Mais donc, si on n'a pas cette solution-là, il reste la perte de poids. Alors, la perte de poids, qu'est-ce qu'on fait à Grenoble pour nos patients en surpoids, ou en tous les cas, quand l'abdomen, en tous les cas, ne permet pas d'accueillir en toute simplicité un greffon? Eh bien, on les inscrit sur liste d'attente, bien sûr, en contre-indication. C'est important pour que le patient n'ait pas de perte de chance. On commence par ça. Ensuite, le régime seul, c'est-à-dire aller voir la diététicienne ou la voir plusieurs fois, ben, c'est très bien, mais c'est illusoire, surtout si le patient est malencontreusement, par exemple, diabétique, en surpoids, etc. C'est un cauchemar. Bon. Et donc, qu'est-ce qui reste comme solution? Alors, il reste le ballonnet intragastrique. Alors, vous savez que ce n'est pas très en vogue, ce ne l'est plus, mais finalement, c'est un bon moyen, pas très invasif, pour commencer à perdre du poids, et ça permet d'en perdre. Soit il y a la chirurgie de type sleeve gastrique, puisque la chirurgie bariatrique par elle-même, le bypass, est à prohiber chez les patients quand il y a une greffe, parce que ça va empêcher l'absorption des immunosuppresseurs de façon correcte. Alors, le problème de la sleeve, le problème, c'est que dans les recommandations actuelles, il faut avoir moins de 60 ans. Donc, si vous avez plus de 60 ans, ben, c'est la faute à pas de chance. Il faut être pris en charge, bien sûr. Ensuite, vous avez des mutuelles qui refusent de prendre en charge les patients. Là, j'ai récemment une jeune patiente qui a une trentaine d'années, elle attend une troisième greffe rénale. Donc, c'est compliqué et sa mutuelle a refusé la prise en charge d'un ballonnet intragastrique. Alors là, on est en train de contester, mais c'est hallucinant. Et puis, c'est le parcours du combattant, parce qu'effectivement, et c'est très bien fléché par l'assurance maladie, mais enfin, le parcours dure une année. Mais in fine, on peut arriver à mettre un ballon, on peut arriver à faire une sleeve, et on peut arriver à aider les patients à perdre du poids et ensuite à les mettre sur liste active. Donc, on y arrive. Ensuite, les problèmes vasculaires. Alors, les problèmes vasculaires, ça peut être un frein à la greffe, bien sûr. Hein. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on a de patients diabétiques, de plus en plus, on a de patients âgés, ou de plus en plus de patients dialysés depuis très longtemps, ceux qui attendent une deuxième greffe et une troisième greffe, qui sont immunisés, par exemple. Et de fait, ou puis il est magique aussi, bien sûr, et ces patients peuvent avoir deux ordres de problèmes. Et d'abord, les artères des membres inférieurs. Alors, pourquoi c'est important, les membres inférieurs? Parce que, finalement, si vous avez des artères des membres inférieurs qui sont très calcifiées ou pleines de sténose, le fait de mettre un rein en fausse iliaque, à gauche ou à droite, ça peut entraîner ou ça va entraîner un vol artériel sur le membre homolatéral, en aval, et donc ça peut causer des lésions sévères, et donc ça peut créer une ischémie critique, donc ça, il faut bien sûr y penser. Et donc, il faut être très vigilant sur les patients à risque dont j'ai parlé, pour leur faire un échodoppler artériel de façon annuelle, pour ne pas se tromper de côté en mettant le rein. Et puis, bien sûr, il y a des patients qui ont également des maux perforants plantaires, hein, qui est une source d'infection. Et là, souvent, il faut des mois, comme vous le savez, de traitement pour arriver à les guérir de cette infection. Donc, ces patients sont inscrits sur liste, il faut les inscrire, mais en contre-indication, le temps que le mal perforant soit cicatrisé. Et puis, le deuxième problème, alors qui là est techniquement majeur et critique, c'est les artères iliaques. Comme vous le savez, le rein, ça se met habituellement pour le premier ou le deuxième sur l'artère iliaque externe. Quand ces sites ont déjà été occupés par des reins antérieurement, eh bien, le chirurgien peut se mettre sur l'artère iliaque primitive. Alors, quand on regarde un petit peu où est-ce que se dépose le calcium sur les artères des patients, il se dépose sur l'aorte terminale, il se dépose sur les artères iliaques primitives. Les artères iliaques externes, elles sont calcifiées de façon secondaire, et les artères iliaques internes, elles sont rarement calcifiées. Ça, c'est en général, mais globalement, c'est dans ce sens-là. Donc, finalement, un patient qui aura déjà épuisé les sites artères iliaques externes, eh bien, il peut être calcifié sur les artères iliaques primitives, et alors, eh bien, il ne pourra pas être greffé. Donc, finalement, si les artères iliaques sont complètement calcifiées, la seule solution qui reste, si vraiment on pense que la greffe est raisonnable, c'est de lui faire un pontage aorto-iliaque ou aorto-fémoral, donc mettre un petit tube en Gore-Tex, et ce pontage, on le fait non pas parce que le patient en a besoin sur le plan médical, pas du tout, mais juste de façon préemptive dans l'hypothèse de la greffe de nerf vivant ou greffe de nerf décédé. Donc, c'est infligé à un patient qui ne demande rien, si c'est la greffe, bien sûr,
un pontage dont la morbimortalité, je dis bien la morbimortalité, est de l'ordre de 5 à 10% sur ce terrain-là. Donc, ce n'est pas anodin. Et donc, ça, il faut vraiment on ait bien discuté avec l'anesthésiste, le chirurgien et le patient, bien sûr, sur les bénéfices-risques attendus. Parce qu'une fois que le pontage est fait, encore faut-il qu'il soit greffé. Donc, globalement, au-delà de 65 ans, pour ce type de pontage préemptif, hein, on est un peu regardant. Enfin, en tous les cas, on n'est pas sûr que ce soit toujours bénéfique pour le patient. Alors ensuite, il y a les problèmes cardiologiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème cardiologique? Il y a deux choses d'abord. Il y a les problèmes des valves mécaniques. Les valves mécaniques, c'est quoi? C'est la valve aortique ou la valve mitrale qui ont été remplacées. Elles sont remplacées soit par des bioprothèses, donc là, il n'y a pas d'anticoagulant, donc c'est parfait, ou soit, mais leur demi-vie est assez courte, donc ça dépend de l'espérance de vie du patient. Soit elles sont remplacées par des valves mécaniques, dont la demi-vie de ces valves sera très longue, mais elles requièrent au long cours un traitement anticoagulant. Et le problème, c'est que si on fait une greffe rénale chez ces patients-là, il va falloir arrêter l'anticoagulation le temps de la chirurgie, c'est-à-dire quelques heures, mais également dans les heures qui suivent pour que le patient ne saigne pas. Et là, il y a un problème de coagulation, bien sûr, hein, c'est-à-dire d'hypercoagulabilité, et le patient risque de faire un thrombus sur sa valve, et donc ça peut être catastrophique. Alors, la valve aortique est une valve où le débit sanguin est très fort, hein, puisque c'est la chambre d'éjection du ventricule gauche. Le risque de thrombose est très, 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 très faible. Et globalement, nous, à Grenoble, les patients qui ont des valves aortiques mécaniques, on les greffe presque comme les autres, ça ne pose pas de souci. Hein. Et on reprend l'anticoagulation environ 24 heures après le geste chirurgical. En revanche, les patients qui ont une valve mitrale, là, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que là, le débit sanguin à travers la valve n'est pas très important, le risque de thrombose est majeur, et s'il y a un thrombus qui se met là, eh bien, après, il peut être chassé, c'est le cas de le dire, mais pas au bon endroit, c'est-à-dire au niveau cérébral et entraîner un accident vasculaire cérébral. Donc, pour les valves mitrales, à Grenoble, on a déjà greffé des patients qui avaient des valves mitrales mécaniques, hein, mais c'est vraiment exceptionnel et c'est vraiment très complexe avec un risque d'accident vasculaire cérébral qui n'est pas nul. Donc ça peut être dans certains centres de greffe des facteurs limitants parce qu'on estimant que le bénéfice-risque est en défaveur du bénéfice. Ensuite, il y a la fraction d'éjection du ventricule gauche, c'est-à-dire est-ce que le ventricule gauche est suffisamment fonctionnel? Et là, quand la fraction d'éjection, quelle qu'en soit la cause, parce que le cœur, il y a une myocardiopathie, le cœur est fatigué, ou parce qu'il y a des artères coronaires qui ont été lésées par un infarctus ou qui sont multistentées, etc. Quand la fraction d'éjection est à moins de 30%, 35%, les anesthésistes souvent ne veulent pas endormir ces patients, donc déjà pour le patient c'est compliqué. Et en dessous de 30%, globalement, ce qui doit être discuté, si c'est vraiment un problème chronique, c'est la double greffe cœur-rein. Et donc, tout ça dépend bien sûr de l'âge du receveur et tout dépend bien sûr de l'équipe. Donc là, par exemple, récemment, j'ai vu une patiente d'une autre région qui est venue me voir. Finalement, je pense que la meilleure chose, c'est une greffe cœur-rein et je l'enverrai à la Pitié, par exemple. Voyez-vous. Mais ça reste exceptionnel. Ensuite, le patient a déjà eu un cancer. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Donc, il y a cancer et cancer, bien sûr. Hein. Et globalement, vous le savez, la surveillance immunitaire est fondamentale et nos lymphocytes sont fondamentaux pour se prémunir de la dissémination des cellules cancéreuses. Et puis maintenant, il y a tout ce qui est l'immunothérapie pour le traitement des cancers, c'est-à-dire qu'on stimule l'immunité pour que cette immunité combatte certains cancers. Ça marche très bien, le cancer de la vessie, du poumon, le mélanome, etc. Et le mélanome, maintenant, métastatique, peut être une maladie chronique chez certains patients, grâce à cette immunothérapie. Or, chez le transplanté, on fait tout le contraire, c'est-à-dire qu'on va diminuer ou déprimer le système immunitaire pour que, justement, il n'y ait pas de rejet du greffon. Et donc, cette dépression du système immunitaire, elle est tout à fait non spécifique, hélas. Et donc, ça va entraîner également la diminution de la surveillance immunitaire anticancéreuse. Et donc, il faut bien avoir présent à l'esprit chez des patients qui, par exemple, ont eu un mélanome dans le passé. Donc, globalement, pour un mélanome, on dit qu'il faut attendre d'après 5 ans après le mélanome pour être sûr que le patient soit guéri. Les autres cancers cutanés, bon, c'est pas vraiment un problème. Si ce n'est qu'après la greffe, il faudra qu'ils aient un suivi
tous les 6 mois pour ces cancers cutanés qu'ils auraient présentés avant qu'ils ne fussent transplantés. Le cancer de la prostate, alors là, il y a cancer de la prostate et cancer de la prostate. Vous savez, le cancer de la prostate, maintenant, ça peut être une maladie chronique qu'on ne traite pas, quand c'est un bas grade histologique, et puis ça peut être très agressif et ça peut tuer la personne en très peu de temps. Donc, juste pour dire que quand un patient a présenté un cancer de prostate, il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, ça dépendra de l'histologie initiale et de l'extension locale pour savoir si le patient va attendre 2 à 5 ans, c'est cette fourchette-là à peu près, pour pouvoir être greffé. Ensuite, donc, j'ai mis cancer du sein, du col de l'utérus, des poumons, mélanome aussi. Ben, tout dépend de l'histologie initiale et de l'extension initiale. Donc, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de travaux internationaux disant qu'il faille attendre 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il n'y en a pas. Et donc, c'est au cas par cas. Et donc, ça peut être parfois abusif parce que finalement, le médecin va se dire ben, on va ouvrir un parapluie et on va attendre 5 ans, mais ça ne va rien dire du tout, 5 ans. Mais c'est énorme. Bon, donc, c'est au cas par cas, il faut être pragmatique, il faut en discuter avec le patient parce qu'il faut qu'il sache quels sont les tenants et aboutissants de l'immunodépression et savoir quel risque il est prêt à courir. Donc, comme je disais, il n'y a pas de données solides pour le temps d'attente après un cancer solide, d'attente pour être greffé. Et puis, on sait également que chez ces patients-là, en tout cas, nous, c'est ce que l'on fait, en post-greffe, on les mettra non pas sous Celcept ou Mifortic, hein, mais sous everolimus, qui est un médicament qui inhibe la voie mTOR et qui, entre guillemets, prévient ou limite le risque de cancer. Okay, et puis, ça dépendra également des compatibilités HLA, DR, donneur-receveur. Pourquoi? Parce que si les donneurs-receveurs sont très compatibles, enfin, je pense aux donneurs vivants par exemple, au niveau de ces locus-là, le risque de rejet est minime et donc on fera une immunosuppression très light et donc le risque de récidive du cancer est bien moindre. Donc voyez-vous, tout ça doit être bien pesé et c'est vraiment de l'art, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'on réfléchisse à chaque patient au vu de l'histologie, etc., du rein qui va être greffé, des compatibilités, etc. Les diabétiques. Pour les diabétiques de type 1, actuellement, en France, grâce à la prise en charge du diabète, finalement, le diabétique de type 1 bien soigné, bien suivi, va mettre 40 ans au moins pour faire une insuffisance rénale terminale. Alors que dans d'autres pays d'Europe, je pense en Europe de l'Est ou du Sud-Est ou en Afrique du Nord, eh bien, en 10 ans de diabète de type 1 maltraité, en 10 ans, le patient se rend en dialyse et peut-être avec une rétinopathie majeure. Donc, juste pour dire que finalement, un diabétique de type 1 en France, diagnostiqué il y a une trentaine d'années, la majorité n'est pas encore en dialyse, heureusement. Donc, pour les diabétiques 1, vous savez que ce qu'on leur propose, c'est la greffe rein-pancréas. Donc, en France, le nombre de greffes de pancréas a chuté de façon vertigineuse. Parce qu'il faut des donneurs qui soient parfaits, donneurs décédés parfaits. Or, il y en a très peu maintenant. Et puis, parce qu'il y a peu de patients qui remplissent les critères de greffe, c'est-à-dire il faut qu'ils aient moins de 50 ans ou moins de 55 ans, avec un état cardiaque et vasculaire de membres inférieurs qui soit parfait. Alors, on peut aussi proposer chez des patients qui ne pourraient pas supporter une greffe pancréas totale, parce que c'est quand même, c'est pas une greffe rénale, hein, c'est beaucoup plus lourd que ça. On peut leur proposer des greffes d'îlots de Langerhans, hein, c'est des îlots de pancréas. Il faut 2 pancréas de décédés pour faire un greffon d'îlot, qui sont injectés dans la circulation portale du foie. Et ça permet une insulino-indépendance pendant quelques temps. Et tout ça, probablement, va être révolutionné par le pancréas artificiel dans les années qui viennent. Les diabétiques de type 2, c'est notre fonds de commerce, puisque actuellement en France, à peu près 30% des patients inscrits sur liste sont diabétiques de type 2. Ça dépend des régions, d'autres, c'est beaucoup plus que ça d'ailleurs. Et bien sûr, là, on ne considère que la greffe rénale isolée parce que ce sont des diabètes qui sont insulino-résistants et non pas insulinopéniques. Et donc, souvent, ces diabétiques de type 2 ont de multiples comorbidités vasculaires, membres inférieurs, maux perforants plantaires, cardiaques, etc. Et finalement, une partie de ces diabétiques ne seront pas candidats à une greffe rénale du fait de leur comorbidité. Ensuite, quelques situations particulières. La polykystose rénale.
ou la polykystose hépatorénale, il faut savoir que certains polykystiques ont des reins polykystiques qui ne sont pas énormes, et puis d'autres ont des reins qui font plusieurs kilos. Et là, on ne peut pas greffer un rein, on dirait le stade terminal, sans faire de la place. Et donc, il faut faire une néphrectomie, enlever un des reins polykystiques. Et c'est une chirurgie qui n'est pas si simple que cela, du fait des adhérences importantes au niveau du péritoine, du rétropéritoine. On peut également emboliser, c'est-à-dire que le radiologue va placer une petite sonde dans l'artère rénale, injecter un produit qui va boucher l'artère, et le rein ainsi ne sera plus vascularisé et va diminuer de taille. Pas énormément, mais suffisamment pour faire de la place dans le pelvis pour mettre un greffon. Donc actuellement, on privilégie plutôt l'embolisation parce que c'est douloureux, très douloureux, mais il y a moins de morbidité. Mais bien sûr, ça ne peut être fait pour les patients qui en ont besoin que quand ils sont en dialyse, puisque par définition, si on faisait ça de façon préemptive, on les précipiterait dans la dialyse. Donc ça fait perdre un petit peu de temps, mais c'est la condition sine qua non pour que certains puissent être greffés. Ensuite, les greffes rénales itératives, ça veut dire quoi? Le patient a déjà eu une greffe, 2 greffes, 3 greffes. Alors, comme ça, une fois à Toulouse, on avait un patient qui a eu 5 greffes rénales. Et la 5e, c'était avec un rein de sa femme, c'était une greffe HL incompatible, je m'en souviens, il va très bien actuellement. Mais juste pour dire que on peut faire plusieurs greffes comme cela. Et ce qui est limitant, bien sûr, ce sera l'espace dans l'abdomen et puis la qualité des vaisseaux. Et quand je vois actuellement un patient de 20 ou 30 ans qui vient pour une greffe rénale, je dis à cette personne que probablement il sera greffé 1 fois, 2 fois ou 3 fois dans sa vie, parce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et que, bien sûr, à 20 ou 30 ans, la meilleure chose, c'est d'avoir un greffon de donneur vivant, bien sûr. Voilà. Mais donc, on peut greffer plusieurs fois, et le facteur limitant, je répète, c'est l'espace. Habituellement, le premier est mis en fosse iliaque gauche ou droite, le deuxième en fosse iliaque aussi, et puis les troisièmes, le quatrième, ils sont mis sur les artères iliaques cognitives, donc plus haut. Et puis, voilà, donc ça peut être compliqué parfois. Ensuite, il y a les vessies atomes, quelle que soit la cause. Ça peut être une patiente qui a un spina bifida, ça peut être une vessie neurologique, quelle que soit la cause. Donc, ces vessies sont de très grande capacité et n'ont pas de contraction. Donc, le patient va faire des autosondages une fois greffé. Et donc, avec plus d'infections urinaires chez un immunodéprimé, ça peut créer des pyélonéphrite et à répétition. Et globalement, ça va amputer la demi-vie du greffon. Et puis, il y a les patients qui ont des néovessies, c'est-à-dire eux, ils n'ont plus de vessie du tout. Et le chirurgien leur a créé une vessie iléale avec un bout d'intestin qui est abouché ensuite à la peau, dans le meilleur des cas. Et là également, le risque après la greffe, c'est les infections urinaires à répétition, les pyélonéphrite et le fait que ces greffons ne vont pas durer aussi longtemps qu'un greffon non infecté. Alors, enfin l'immunisation. Alors, c'est quoi? Excusez-moi. Finalement, si vous êtes un homme, jamais transfusé, jamais greffé, vous n'avez pas d'anticorps contre le non-soi. Vous n'avez pas d'anticorps contre les antigènes HLA. Donc, on peut vous greffer avec n'importe quel rein dans le système de groupe sanguin ABO compatible si c'est un donneur décédé. En revanche, si vous êtes une femme et que vous avez eu des fausses couches ou des grossesses, ou si vous êtes un homme ou une femme et que vous avez eu par le passé des transfusions de sang ou déjà une greffe, vous aurez pu ou vous avez pu développer des anticorps contre le système HLA. Et ces anticorps, eh bien, on les détecte par Luminex. C'est une méthode qui est très spécifique et sensible. Et finalement, ces anticorps, eh bien, plus il y en aura, moins vous aurez de chances d'avoir accès à des greffons, puisqu'ils sont dirigés contre des antigènes HLA plus ou moins fréquents dans la population générale. Et donc ça peut être un problème important pour accéder à la greffe. Alors, en France, finalement, comment ils sont mesurés, ces anticorps? Donc, on les détecte par technique Luminex. Okay, et puis, on vous répond, il y en a 1, 2, 50, 100, voilà. Pour les antigènes A, B, CW, DP, DR, DQ. Et l'Agence de biomédecine va calculer le taux de greffons incompatibles sur les 5 dernières années de leur visée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au vu de vos anticorps, et parce que vous êtes en France, eh bien, elle va regarder sur les 5 dernières années combien il y aurait eu de donneurs décédés potentiels pour lesquels, finalement, vous auriez été compatible. Ça ne veut pas dire que vous auriez été greffé, mais vous êtes compatible.
Donc, le taux de greffon incompatible, plus il est haut, sur une échelle de 0 à 100, eh bien, moins il y a de chances d'avoir un donneur compatible sur les 5 dernières années. Et quand vous avez un TGI qui est à plus de 90%, ou à 95, ou à 99, virtuellement, vous n'avez aucune chance de trouver un greffon donneur décédé parce que la France est un petit pays et que le nombre de donneurs décédés est limité. Contrairement à Eurotransplant, où là, l'assiette est beaucoup plus large, puisque Eurotransplant, c'est le Benelux, c'est l'Allemagne, l'Autriche, la Tchéquie, la Hongrie, la Croatie. Je pense aux personnes. Et donc, ça fait une population de plus de 150 millions d'habitants. Donc, effectivement, on a plus de chances de trouver chaussures à son pied. Et aux États-Unis, c'est encore mieux que ça, puisqu'aux États-Unis, c'est 250 millions d'habitants, 280. Et donc, globalement, on a plus de chances de trouver quelqu'un. Donc, quand on n'échange pas comme la France, finalement, on a peu de chances, quand on a un TGI élevé, de trouver un donneur potentiel. Et donc, finalement, à Grenoble, voyez-vous, les patients qui ont un TGI supérieur à 99, c'est-à-dire ceux qui ne seront jamais greffés, il faut leur dire ça en français quand même, eh bien, c'est pratiquement 10% de nos patients. Et c'est des patients qui attendent pour la majorité une deuxième ou une troisième greffe. Et les autres, c'est des patients qui ont été soit polytransfusés dans le passé, pour le traumatisme par exemple, ou des femmes qui ont eu de multiples grossesses et qui ont ce TGI très élevé. Et donc, cela, il faut leur dire, finalement, vous n'avez pas trop de chance d'être greffé, qu'est-ce qu'on va faire pour vous? Alors, ces anticorps anti-HLA, ils peuvent évoluer dans le temps, c'est-à-dire que finalement, chez certains patients, ils vont rester stables, hélas, pendant des années, et chez d'autres, ils vont baisser en force au fil du temps, et donc ceux qui étaient interdits pourraient devenir permis. Et donc, le TGI virtuel pourra passer de 99, par exemple, à 70 ou à 50. Par un simple jeu d'écriture, si les anticorps baissent spontanément. En revanche, s'ils ne baissent pas spontanément, même pour ces patients-là, pour l'instant, ils attendent, point barre, sauf si on les immunise, ou peut-être si on leur donne imlifidase, qui est un produit, non pas miracle, mais qui permettrait de greffer des patients qui ont un cross-match positif. Donc, c'est possible en France depuis maintenant le 16 avril, je crois, 22. Donneur vivant, quelques petits mots. Il n'y a pas d'âge limite pour donner, bien évidemment. Ce qui compte, c'est l'âge physiologique, ce n'est pas l'âge civil, on s'en fiche. Donc, en revanche, on va bien sûr réfléchir à la différence d'âge. C'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est pertinent qu'une personne de 70 ans donne à son fils, par exemple, ou à son neveu de 50 ans ou de 45 ans? Moi, ça ne me choque pas parce que finalement, si on fait ça, eh bien, on mettra la personne sous bêta-7 et la personne aura une très bonne fonction rénale. Et puis, quand la différence d'âge est encore plus importante, on réfléchit différemment, c'est sûr. Ensuite, il y a la greffe ABO incompatible. Vous savez que les greffes ABO incompatibles, ça marche très bien. Alors, il y a des pays où on n'en fait pas beaucoup parce qu'il y a des chaînes de donneurs, comme aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas. Et en France, où il n'y a pas de chaîne de donneurs, finalement, la greffe ABO incompatible, c'est quelque chose de trivial et ça marche très bien. Et nous, on en fait jusqu'à 80 ans, voire plus. Donc, ça ne pose pas de problème. Okay. Ensuite, il faut bien évaluer la fonction du donneur potentiel, ça c'est sûr. Donc, on va l'évaluer en mesurant sa fonction rénale, soit avec une clairance au Yoexol, soit avec d'autres clérances isotopiques, peu importe. Et en fonction de l'âge du donneur potentiel et de sa clairance, on pourra récuser ou ne pas récuser le donneur. Je vous verrai sur la diapo suivante un exemple. Ensuite, si le donneur potentiel a un diabète de type 2 modéré, et si ce donneur a plus de 60 ans, mais a une fonction rénale normale et pas de microalbuminurie, cette personne-là est un donneur parfait. C'est-à-dire, finalement, il n'aura jamais de néphropathie diabétique s'il ne l'a pas faite à 60 ans. Voyez-vous. Donc ça, on réfléchit aussi. Et quand on a un moindre doute, on fait une biopsie rénale pour savoir comment il va. Ensuite, si le donneur a eu un cancer, donc là, moi, j'exige au moins 5 ans de recul. Ça dépend bien sûr du type de cancer, etc. Mais il faut vraiment se mettre dans une situation où le risque est vraiment nul, quasiment nul. Et puis, il y a les situations dans lesquelles le receveur a des anticorps anti-HLA contre le donneur potentiel. Donc, le cross-match peut être soit positif, soit virtuellement positif. Et donc là, la majorité des équipes disent non. Et puis, d'autres équipes comme la nôtre disent oui si on enlève les anticorps par désimmunisation. Et si, bien sûr, nous sommes tous d'accord, parce que la demi-vie de ces greffons-là, après désimmunisation, sera moindre
que la demi-vie d'un greffon qui aurait été greffé compatible, bien sûr. Hein. Alors là, c'est une petite histoire, vraie, bien sûr, hein, mais qui illustre bien l'inégalité d'accès à la greffe. Donc, c'est un monsieur qui a 83 ans, qui est vraiment en état général parfait, parfait. Il fait de la gym 2 fois par semaine. Il fait du ski de fond l'hiver, pas 1 fois par mois, mais 2 à 3 fois par semaine. Il fait son jardin, etc. Il doit faire 60 kilos pour 1,70 m. Enfin bon, il est parfait. Pas parfait pour son âge, bien sûr. Hein. Il a un DFG en octobre 21 qui était à 10 minutes. Il a une néphropathie qui est interstitielle chronique, évolue très lentement, tout ça. Et finalement, à partir d'octobre 21, bon, il y a sa femme qui est jeune, elle a 77 ans, elle se pose une un sérin, et son DFG mesuré, d'abord calculé, puis mesuré, était à 73. Donc 73, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle donne un sérin, il va lui rester la moitié du DFG à peu près, puisque les deux reins sont symétriques. Donc, ça fait à peu près, elle aura un DFG à 35-37. Alors, elle aura un DFG à 35-37, ce n'est pas une insuffisance rénale. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que les stades de l'insuffisance rénale, par définition, sont attribués à des patients qui ont une insuffisance rénale. Okay, et donc, si vous êtes donneur pour cette dame, 2 jours après le don, elle aura un DFG à 37, ou 35, ou 33. Elle n'est pas insuffisante rénale. Elle a un rein qui est parfait et elle n'est pas insuffisante rénale. Et puis, 1 an plus tard, elle aura un DFG à, je ne sais pas, 35, pareil, ou à 40, parce qu'il y aura une petite hyperfiltration. Mais cette personne ne va pas évoluer comme une patiente ou un patient qui aurait le même DFG, mais avec une maladie rénale sous-jacente. Ce que même certains néphrologues ne comprennent pas. Et donc, ce couple a erré jusqu'au mois d'avril 2022 pour faire le bilan de monsieur, le bilan de madame. Et le centre de transplantation référent de ce couple, finalement, sans les recevoir, on dit aux néphrologues de base, de terrain qui les géraient, que ce n'était pas possible. Alors, en plus, c'est une greffe ABO1-compatible, mais le taux des isoagglutinines, parce que le monsieur est B, donc 83 ans de groupe B, il mourra avant d'être greffé avec un donneur décédé, est à 1/4. Donc, en plus, il peut même émarger au protocole A2 dans B. Nonobstant, le centre de greffe n'a pas daigné les recevoir en consultation et par courrier a dit au néphrologue qu'il récusait la donneuse eu égard à sa fonction rénale et puis le receveur eu égard à son statut. Entre-temps, le patient n'est toujours pas sur liste d'attente de greffe, bien sûr. Son bilan n'est toujours pas terminé d'ailleurs. Et donc, le néphrologue, sous la pression du couple, m'a appelé et je les ai reçus donc, fin mai, donc il n'y a pas longtemps. Et voilà, donc on va l'inscrire, c'est déjà fait. Et puis, on va faire une greffe ABO compatible, donneur vivant avec sa femme. Et c'est parfait ainsi. Elle l'accompagnera ainsi jusqu'à la fin. Et puis, ils auront un projet de vie commun plutôt que monsieur s'étiole en dialyse. Donc ça, c'est quelque chose c'est la vraie vie, ça. Après, on a des philosophies différentes. Alors ça, c'est une vue le matin, près de chez moi. Là, c'est le soleil qui se lève à gauche du Mont Blanc, sur les Alpes suisses, et qui nous éclaire tous les jours. Voilà, merci. Merci beaucoup, Lionel, pour cette intervention passionnante. On a quelques questions dans le chat. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Magali. Très bien. Bien. Je vais vous en relayer, même si je pense que vous avez déjà apporté des réponses à certaines d'entre elles. Mais on a une première question sur le rein local. Vous l'avez évoqué en début de présentation pour indiquer qu'effectivement, c'était aussi une source d'inéquité dans la répartition des greffons. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et nous dire si vous pensez que cette pratique sera bientôt abandonnée? Alors, le rein local, pour ceux qui ne sauraient pas tout à fait ce que c'est-à-dire que finalement, quand il y a un prélèvement à Annecy ou à La Roche-sur-Yon ou à Beauvais, un des reins va rester localement. Localement, ça veut dire La Roche-sur-Yon, c'est pour Nantes, Annecy, c'est pour Grenoble, Beauvais, c'est pour un des centres parisiens, je ne sais pas lequel, et l'autre va être mis au tour national. Et au tour national, il va être attribué
d'abord pour une greffe cœur-rein, si c'est éligible, puis foie-rein, puis rein-pancréas, et puis après hyperimmunisé, puis antigène permis, et puis après deux DQ identiques, deux DR identiques. Et le deuxième rein, lui, reste localement, donc dans la ville, dans le CHU duquel dépend le centre de prélèvement, et il va être attribué selon les règles de l'ADN, mais auxquelles on peut déroger. Et donc, globalement, ce n'est pas très éthique parce que, c'est pas très équitable, excusez-moi, parce que finalement, vous pouvez avoir, et ça nous est arrivé plusieurs fois, des patients hyperimmunisés qui sont en numéro 2, et donc on est en équipe de réserve, mais finalement, bon, ils ne sont pas greffés parce que finalement, le rein va chez le premier patient, alors qu'ils auraient dû être greffés, ils sont hyper immunisés et finalement le rein local va partir localement pour greffer quelqu'un qui est facilement greffable. Et donc ça, c'est pas juste. Et en fait, la majorité des centres de France de greffe sont contre le partage de tous les reins, c'est-à-dire des deux reins, parce que vous avez encore des dinosaures qui disent que finalement, s'il n'y avait pas le rein local, ça effondrerait le prélèvement, ce qui bien sûr est faux. C'est une honte de dire cela, puisque le prélèvement ne dépend pas du rein local, bien évidemment. Voilà, donc pour l'instant, je ne vois pas de changement possible parce que l'Agence de médecine ne veut pas faire de vagues, que la majorité des centres de France s'accommodent du rein local, puisque c'est la seule façon de faire passer en priorité locale des patients qui n'ont pas de priorité nationale. Donc ça, c'est une vérité aussi. Hein. Et que, par exemple, nos patients qu'on désimmunise à Grenoble sont greffés avec des reins locaux. Alors, sinon, ils ne seraient jamais greffés. Donc ça, ce n'est pas normal non plus. Voilà. Merci pour votre réponse. Génial. On a une autre question, même deux, qui portent sur les dons croisés. Vous avez tout à l'heure évoqué les chaînes de dons aux États-Unis, mais est-ce que vous pouvez nous parler de la pratique des dons croisés en France? Est-ce que c'est quelque chose qui se développe? Est-ce que ça pourrait offrir de nouvelles opportunités pour le développement de la greffe dans le futur? Alors, le don croisé en France, oui, ça existe, virtuellement en tous les cas. Ensuite, la loi de bioéthique révisée là, tout récemment permet de faire, je crois, non pas des chaînes, c'est pas des chaînes, mais enfin, en tout cas, de faire, je ne sais plus, c'est 3 ou 6 paires, enfin voilà. Euh, une chaîne de donneurs ne fonctionne que s'il y a un, des bons samaritains, c'est-à-dire des donneurs altruistes, deux, un donneur décédé dans la chaîne. Et, voilà, et il faut des chaînes. Mais la façon dont c'est conçu en France est beaucoup trop restrictif pour que ce soit efficace. Et si c'est pour greffer des patients ABO incompatibles, en France, ça sert à ça, c'est débile. Voilà. Donc, à mon sens, c'est trop restrictif et ça ne permet pas de répondre aux besoins. On a deux questions qui portent aussi sur les caractéristiques des donneurs. On a une question d'une personne qui se pose la question de savoir si on peut donner quand on a la maladie de base d'eau. Et puis une autre question, mais vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais au sujet de la différence d'âge entre donneur et receveur. Est-ce que vous pouvez indiquer si, par exemple, une personne de 60 ans en bonne santé peut donner un rein à son fils de 29 ans avec des groupes sanguins différents? Ok, alors concernant la première question, maladie de base d'eau, la réponse est oui, on peut donner. Il suffit simplement qu'on soit en rémission de la maladie de base d'eau, qui est une maladie auto-immune, donc qui entraîne un dérèglement de la thyroïde, qui se soigne très bien. Une fois que le patient ou la personne, pardon, c'est pas une patiente, enfin si patient vis-à-vis de base d'eau, a été traité, il ou elle peut donner après sans aucun souci. La différence d'âge, on s'en contrefout, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est la qualité de la fonction rénale. Et une maman de 60 ans qui va donner à son fils de 20 ans, ben, c'est génial. Ce sera le premier rein de sa vie, il ne durera pas 70 ans ni 60 ans. Et le deuxième rein, ce sera sa femme qui le donnera, ou ce sera son frère, sa sœur, voilà. Et en fait, quand il y a une différence d'âge importante comme cela, eh bien, le néphrologue, en 2022, va faire un traitement immunosuppresseur standard les premiers mois et après va mettre le patient, bien sûr, sous belatacept. Nous sommes en 2022. Et donc, pourquoi? Parce que grâce au belatacept, sans tacrolimus, il va y avoir chez le receveur
une hypertrophie du rein comme chez la donneuse. Et donc, si le DFG n'était pas parfait le jour de la greffe, eh bien, il va augmenter. Et donc, ça, c'est quand même génial. Ok, on a aussi une question qui a été posée au début de votre intervention sur les délais d'attente. Vous avez beaucoup parlé des délais d'attente pour les moins de 60 ans. Est-ce que vous pouvez dire un mot des délais d'attente des plus de 60 ans et éventuellement des différences régionales qu'on observe? Alors, pour les moins de 60 ans, ils ont un petit bonus. Hein, donc, voilà, c'est-à-dire qu'à score égal, ils ont un bonus qui leur permet d'avoir le greffon, par exemple, sur quelqu'un qui a plus de 60 ans. Les délais d'attente pour les plus de 60 ans sont plus longs, d'en moyenne une année, que pour les moins de 60 ans. Alors, c'est des délais médians ou moyens, parce qu'effectivement, comme dans le score, un tiers du score, c'est la durée de dialyse, un tiers du score, c'est la durée d'inscription, et un tiers du score, c'est le reste. Et dans le reste, il y a la compatibilité HLA, DR et DQ. Et donc, parfois, si le rein est très compatible DR-DQ, finalement, c'est ce patient-là qui va l'avoir, alors qu'il n'attend pas depuis très longtemps. Il faut essayer d'expliquer aux gens pourquoi. Ensuite, c'était quoi la question? C'était le délai d'attente. Oui, le sujet âgé, délai d'attente. Oui, les régions, bien sûr. Alors, bien sûr, vous avez des régions, il y en a quelques-unes, hein, où le délai d'attente est divisé par 4. Donc là, récemment, j'ai envoyé un patient, je ne dirai pas où, du groupe sanguin B, où je sais qu'il sera greffé pratiquement dans l'année. Ben, ce n'est pas normal. Donc, ce n'est pas normal parce que, effectivement, il y a quelques régions de France où les listes d'attente sont très petites, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, non, je ne sais pas pourquoi, et où le prélèvement est bien, et donc ils ont plein de reins locaux, et donc ils peuvent greffer les gens plus rapidement. Mais donc ça c'est pas de l'équité, ça. Nous sommes dans un pays égalitariste, mais ça, c'est pas de l'équité. Hein. On a une autre question sur la durée de conservation des greffons après le prélèvement. Est-ce que vous pouvez nous dire si il y a eu des évolutions sur les durées de conservation ces dernières années? Alors pratiquement maintenant, tous les greffons sont mis sur machine. Alors pas dans toutes les villes de France, mais globalement, les greffons de plus de 60 ans sont tous mis sur machine pulsatile. Donc ça veut dire que ces greffons sont perfusés, machine pulsatile, et ça conserve le greffon beaucoup mieux. Il y a plus de reprises immédiates de greffe après. Et donc, ça va garder le greffon plus longtemps. Et pour les moins de 60 ans, à Grenoble, pratiquement tous les reins sont mis sous machine, mais ce n'est pas vrai dans toutes les régions de France. Donc, globalement, on peut garder le rein 24 heures sans problème s'il est sous machine de perfusion. Oui, je posais la question, enfin, je relayais la question autour des greffes préemptives, la greffe sans passer par la dialyse. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle part ça représente dans la totalité des greffes qui sont pratiquées? Oui, alors ça représente en France à peu près 5 à 8% des greffes. Ça dépend de chaque centre de prélèvement, de chaque centre de greffe, puisque les centres qui ont des listes d'attente très courtes, effectivement, ont plus de préemptifs, puisqu'effectivement, ils ont moins de patients qui attendent. Et nous, c'est essentiellement des patients qui sont donneurs vivants. Voilà. Mais donc, il n'y en a pas assez, c'est sûr, il n'y en a pas assez, il y en aura de moins en moins. Est-ce qu'il y a des critères particuliers pour ces greffes préemptives Ouais. Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, chez nous, c'est plus de 50% des patients qui sont inscrits en préemptif. Et c'est vrai en Rhône-Alpes-Auvergne, et donc c'est particulièrement vrai à Grenoble, mais ce n'est pas vrai dans tous les centres de greffe de France. Hein. Je pense qu'il y a à peu près la moitié des centres qui n'ont pas cette politique-là. Euh, et donc, plus vous avez des patients inscrits en préemptif, plus vous avez de chances d'avoir des patients greffés en préemptif. Et s'ils le sont greffés, c'est parce qu'ils sont très compatibles, puisqu'ils ont le score dialyse, c'est 0 point. Donc, un tiers du score, des 1000 points, ils ne peuvent pas émarger. Et il faut simplement avoir un débit de filtration glomérulaire à moins de 15. Alors, pourquoi? On les inscrit quand ils ont un débit de filtration glomérulaire à moins de 20, mais ils sont en contre-indication le temps qu'ils arrivent à 15. Et quand ils sont en dessous de 15, on les met en liste active. Voilà, pour répondre à la question, qui est éligible? Ok. Vous avez également parlé d'imifidase. Effectivement, c'est un nouveau traitement Ouais. qui a d'ailleurs été récemment évalué par la HAS. Euh, donc, il y a un traitement qui est développé par un laboratoire et qui permet
qui ne fait pas de promesses, mais en tout cas qui indique que ça pourrait permettre de faciliter la déshumanisation des patients hyperimmunisés et donc peut-être de permettre leur greffe. Est-ce que vous avez un avis sur ce traitement? Est-ce que vous pensez que c'est Ouais. prometteur? Alors, c'est un traitement qui est probablement prometteur. La seule question, à mon sens, c'est de savoir à qui le donner et dans quelles conditions le donner. Et donc là, hier, j'ai soumis un article de revue à une revue anglo-saxonne que j'ai écrite avec mon groupe sur imlifidase, quelle est sa place. Et effectivement, on a deux types de patients. C'est des patients qui ont peu de chances d'être greffés, il faut avoir un TGI très élevé. C'est uniquement pour donneurs décédés, c'est l'AMM européenne, donneurs décédés uniquement. Et la question est de savoir s'il faut le donner finalement. Donc, comment ça va se passer? Chaque équipe va décider quel patient pourrait éventuellement en bénéficier sur les critères d'âge, de comorbidité et d'anticorps anti-HLA avec un TGI à 99% ou 90%. Voilà. Le problème avec ce produit, c'est-à-dire quand vous injectez le produit, tous vos anticorps, les bons et les mauvais, disparaissent pendant à peu près 7 jours. Donc pendant 7 jours, il ne va rien se passer, pas de rejet, etc. Mais après, le risque, c'est que les anticorps, les mauvais et les bons vont revenir, heureusement, mais également les mauvais. Et si les mauvais reviennent, il y a un risque de rejet. Et donc, on s'est rendu compte dans les études précédentes que si on donnait un traitement avant la greffe, une manipulation du système immunitaire, ça limitait le rebond. Sauf qu'en France, il n'y aura pas de protocole national, c'est-à-dire que chaque équipe fera comme elle veut, une fois qu'elle aura choisi ses receveurs potentiellement éligibles à ce produit, qui coûte à peu près 150 000 euros au passage, hein, et à l'injection. Et donc, nous, on va le réserver probablement à des patients qui ont déjà eu une désimmunisation, mais qui a échoué. Et ceux-là, ils auront déjà été exposés à des drogues qui auront modifié leur système immunitaire et ils auront probablement peu de chances de faire un rebond après. Donc, ça reste c'est un grand espoir, mais il faut simplement bien l'utiliser et savoir comment on va bien l'utiliser. Voilà. Okay. Une question sur les greffes de donneurs vivants. Vous avez parlé du plan greffe, effectivement, il y a des objectifs pour le développement du donneur vivant. Néanmoins, il y a des inquiétudes qui pèsent sur la réalisation de ces greffes, notamment dans la période qu'on connaît, la période de crise à l'hôpital. On sait qu'en France, on fait beaucoup moins en proportion de greffes de donneurs vivants qu'au Royaume-Uni, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur… Oui. Alors, moi, je suis terrifié, je pèse mes mots, par le parcours donneur vivant en France et par les contraintes qui sont imposées par l'ADEME en particulier. Faire du donneur vivant, il faut vraiment être motivé, non pas les patients, hein, mais l'équipe. Et d'abord, le parcours prend 3 à 4 mois parce que le temps, bon, on ne met pas la pression pour faire les examens, etc. Et ensuite, quand on constitue le dossier pour l'agence de médecine qui va filtrer le dossier, etc., ou qui va redemander des examens, ou par exemple, il faut refaire le scanner du donneur. Si, à cause du Covid, par exemple, on avait commencé le bilan il y a 1 an, et finalement, il faut refaire le scanner. Donc, c'est quand même pas rien. Ça coûte de l'argent, de l'exposition aux rayons, etc. Il faut refaire l'éclairance rénale, etc. Ce qui est d'une stupidité hallucinante. Et puis, constituer le dossier, OK, donc ça prend du temps. L'agence peut retoquer le dossier parce qu'il manque 3 pages, etc. Et ensuite, c'est l'accès au comité donneurs vivants. Alors, les comités donneurs vivants, c'est basé sur le volontariat, et je remercie tous ceux qui font partie des comités donneurs vivants. Mais finalement, il n'y a pas assez de réunions de comité pour pouvoir satisfaire la demande. Par exemple, à Lyon, nous, on dépend de Lyon, le dernier comité avant l'été, c'est fin juin, et après, c'est fin août, début septembre. Donc, point barre. Donc, ce n'est pas une critique, c'est juste une observation. Donc, c'est calamiteux, voilà. Et rien n'est fait pour faciliter la greffe donneur vivant. Je dis bien, sur le plan administratif, démarche, etc., c'est devenu d'une telle lourdeur, c'est simplement, c'est affligeant.
Mais heureusement, il y a des gens très motivés, dont mon équipe fait partie, comme d'autres en Suisse. Il y a beaucoup d'équipes en France qui, heureusement, font beaucoup de donneurs vivants. Mais c'est très, très, très compliqué. Et ça devrait être beaucoup plus lisse que ça. Ça devrait être un plaisir et non pas un calvaire, quoi. Pour nous, hein, pour nous médecins ou paramédicaux. Enfin, je veux dire, et puis tout ça, on n'est pas payé pour. C'est-à-dire que mon équipe ne touche pas de. L'hôpital touche un forfait donneur vivant qui sert à faire le ménage ou à employer du personnel intérimaire, etc., dans l'hôpital, mais ça ne va pas à l'équipe de greffe, c'est-à-dire de pré-greffe, pardon. C'est-à-dire que je n'ai pas plus de moyens que je fasse 20 donneurs vivants ou 50. Or, ce n'est pas la même chose, parce que pour faire, ça allons en faire 35, avant d'en faire 50 donneurs vivants par an, ça demande 2 personnes plein temps. Et donc, si je n'ai pas les ressources humaines, moi, j'en ferai moins, hein. Donc le plan greffe, c'est parfait, c'est-à-dire c'est un plan très ambitieux, mais il faut obliger les directions hospitalières à flécher cet argent sur la greffe. Et c'est vrai dans certains CHU, ça n'est pas vrai à Grenoble, par exemple. Donc ça, c'est un problème majeur. Bien, bah, écoutez, bah, merci beaucoup. Est-ce que on a une question qui vient d'arriver sur le chat. Ah oui, une question que je vous lis. Pouvez-vous, alors, concernant un donneur vivant avec hématurie isolée plus bon DFG, une personne qui a un DFG à 90 qui a 60 ans qui souhaite donner un rein à son fils de 29 ans, est-ce possible d'après vous? Vous pouvez lire la question. Alors, donc, si j'ai bien suivi, le seul problème, c'est l'hématurie. Donc, effectivement, l'hématurie à 60 ans, ça veut dire une cystoscopie pour éliminer le cancer de la vessie. Ça, c'est élémentaire. Et ensuite, une hématurie isolée. Chez quelqu'un de 60 ans, ça peut être une maladie de Berger. Donc, il faut une biopsie rénale du donneur potentiel. Et si la biopsie rénale est normale, ben, tant mieux. Mais on ne peut pas s'asseoir sur une hématurie microscopique à 60 ans, quoi. Très bien. Alors, je pense qu'on va devoir bien arrêter là. En tout cas, pour vous remercier beaucoup, Lionel, pour cette intervention qui, je crois, a passionné tout le monde. Vous avez été très précis, très clair dans vos propos. Donc, on vous en remercie. Je laisse peut-être Ivani conclure. C'est un plaisir. Ivani, je te laisse la parole. Oui, bah merci beaucoup Lionel et merci beaucoup à tous hein, pour ce webinaire.